Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le nombre de cas de contamination coronavirus toujours en hausse, 1856 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures, 796 guérisons et 15 décès. Nous verrons dans ce journal comment des médecins à Ain Timouchent font de la sensibilisation auprès des patients et comment ils essayent de convaincre les récalcitrants à se faire vacciner. Nous verrons également quelles sont les mesures barrières obligatoires dans les grandes surfaces qui accueillent les clients. Prise de température, port du masque sont obligatoires pour les acheteurs comme pour les employés. Que risquent les réfractaires? Réponse tout à l'heure. Comment résoudre les problèmes auxquels fait face l'école internationale algérienne? Une commission interministérielle est dépêchée à Paris. Elle a déjà commencé à travailler sur le rapport initié par l'ambassade d'Algérie en France. Notre ambassadeur pointe du doigt les contradictions flagrantes et appelle à des solutions pérennes. Nous verrons la correspondance de Afef Bouchette. Enfin, Insalah sera-t-elle la nouvelle destination des touristes? 15 agences touristiques font ce pari. Elles comptent inclure certains sites dans leur prochain circuit. Les détails tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par la situation sanitaire avec un nombre de contaminations toujours à la hausse depuis plusieurs jours. 1855 nouveaux cas de contamination ont été détectés. Le nombre des décès est lui aussi en hausse. 15 personnes ont perdu la vie. En revanche, 769 personnes ont été guéries. Et la sensibilisation demeure le meilleur moyen pour convaincre les personnes hésitantes à se faire vacciner. À Ain Timouchent, des médecins essayent de rassurer ceux qui ont accepté de se faire vacciner et de convaincre aussi ceux qui n'ont pas encore pris cette décision avec des arguments, vous allez le voir, rationnels et scientifiques. Reportage de Sofiane Mournin, commentaire signé Amel Siritir. Quand on fait un tour dans la ville de Ain Timouchent, on remarque tout de suite que les citoyens sont de plus en plus vigilants. Le port du masque chirurgical est de plus en plus visible sur les visages. Quand on entend parler de la vaccination anti-Covid, les gens pensent qu'il y a des effets secondaires après la vaccination. Moi, en tant que médecin, je vous dis que la vaccination fait partie de la prévention. D'ailleurs, mieux vaut prévenir que guérir. On remarque que 90% des patients admis à l'hôpital n'ont pas été vaccinés. C'est pour cela que j'appelle les habitants de Ain Timouchent à aller recevoir leur vaccin dans les centres de vaccination. Comme partout ailleurs, à Ain Timouchent, le variant Omicron continue sa propagation. De plus en plus conscients, les citoyens appellent à la vaccination qui reste le seul moyen de se protéger et d'éviter toute forme de complications. On croyait qu'il n'y avait plus de risque. On se rassemblait sans prendre en considération les gestes barrières. Mais avec ce qui se passe, on doit faire attention et se faire vacciner. Il y a des gens qui meurent à cause de la propagation de ce virus. C'est vraiment dangereux. On doit tous se faire vacciner. C'est ainsi qu'on se protège et on protège nos proches. À travers les 38 centres de vaccination implantés dans toute la wilaya de Ain Timouchent, le personnel médical et paramédical est mobilisé quotidiennement pour vacciner les habitants. Et pour freiner la propagation de cette pandémie, les commerçants comme les grandes surfaces sont tenus de respecter les consignes de sécurité. Notez bien la prise de température, la mise à disposition du gel hydroalcoolique et le port du masque sont obligatoires aussi bien pour les clients que pour les employés. Ces consignes sont-elles respectées? Réponse dans ce reportage à Alger signé Lami Aboudbouda. Ces agents sont mobilisés depuis ce matin. Leur mission, veiller au respect du protocole sanitaire dans cette grande surface. Oui, nous veillons au respect du protocole sanitaire. Nous avons vraiment peur pour nos clients. À l'entrée, nous avons un thermomètre pour contrôler la température. Vous savez que l'État a instauré un système, un protocole sanitaire que tout le monde doit respecter. Le port des bavettes, l'utilisation de gel,
la vérification de la température à l'entrée et la distanciation sociale. Désormais, les grandes surfaces sont privilégiées pour beaucoup de consommateurs pour une simple raison. Les gestes barrières sont souvent respectés. Suite aux gens qui sont présents pour vérifier que ce soit la température, que ce soit bavette, donc c'est vraiment strict par rapport à d'autres endroits. Bien sûr, pour un citoyen, c'est vraiment rassurant de voir toutes ces mesures de sécurité et de distanciation. Donc quand on voit ça, on est rassuré, on vient dans un endroit pareil pour faire nos achats, c'est ça. ولازم نحملوا معنا المعقم باش نحميو نفسنا من كورونا خصوصا انه الاصابات ارتفعت وهكا لازم نقدروا نحميو نفسنا ونحميو عائلتنا. Je fais le gel, je mets le masque parfois même si je le supporte pas beaucoup. Nous avons accompagné ces agents chez ce magasin de vente de vêtements où nous avons constaté le respect de la distanciation sociale et des gestes barrières. Première des choses, le port du masque est obligatoire. Deuxièmement, si le nombre des clients est élevé, on les prie d'attendre dehors. Aussi, dans les caisses, les marqueurs sont apparents pour permettre l'application de la distanciation sociale. Aussi, la présence du gel hydroalcoolique au niveau des caisses est assurée. Les agents du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ne perdent pas de vue leur mission principale, celle de vérifier l'étiquetage et le prix des articles. Et le respect des mesures sanitaires sont obligatoires dans tous les lieux publics. Dans les mosquées, les imams ont appelé, lors de la prière du vendredi, les fidèles à redoubler de vigilance afin que les salles de prière ne se transforment pas en cluster. Reportage de Mohamed Ayashi, commentaire signé Yanis Saïd Belkacem. Il est 12h30, les fidèles accèdent un par un à la mosquée. Certains portent des masques, d'autres ne le portent pas. C'est à ce moment que cet agent d'une association de sensibilisation l'interpelle. Ça fait 2 ans que nous activons au niveau des mosquées pour inciter les fidèles à respecter le protocole sanitaire. Parfois notre mission s'avère difficile car certains ne prennent pas au sérieux les gestes barrières, d'où ma présence ici chaque jour. Je dirais que le protocole sanitaire n'est pas respecté à 100%. Il y a des fidèles qui ne respectent pas les gestes barrières et qui ont du mal à adopter ces gestes. En tout cas, je rappelle tout le monde qu'il faut respecter ces gestes pour le bien de tous. Des gestes barrières importants que les fidèles tentent d'adopter tant bien que mal. Je pense que le protocole est strictement respecté par les fidèles, que ce soit pour le port du masque ou l'utilisation du gel, et même pour ce qui relève de la distanciation physique. Personnellement, je trouve que le protocole sanitaire est respecté. Le respect du protocole sanitaire est très important, même si je remarque parfois que certains ne le respectent plus. C'est pour ça qu'il faut le rappeler aux fidèles. Les autorités appellent les citoyens à la plus grande vigilance, à respecter les mesures barrières pour éviter la propagation des cas de contamination, surtout avec le variant Omicron très contagieux. Et cette pandémie ne fait pas de différence entre grands et petits. Le service de pédiatrie du CHU Mustapha est débordé par le nombre de cas positifs. Les enfants admis ne représentent pas de cas graves et sont accompagnés par leurs parents, souvent très inquiets. Reportage de Hinda Shorfi, commentaire signé Yamina Saïchi. Le service de pédiatrie du CHU Mustapha Bacha reçoit de plus en plus de patients Covid accompagnés de leurs parents. Les enfants décrivent des symptômes moins fréquents chez les adultes. J'ai mal au ventre et à la tête et parfois je ressens une grande fatigue. Nous avons suspecté une contamination Covid hier. Durant mon dernier jour d'école, je sentais des douleurs musculaires. La toux et la fièvre sont les premiers symptômes que j'ai eus. Nous lui avons fait le test, il s'est avéré positif. Elle souffre de maux, de gorge, de fatigue et parfois de fièvre. D'abord, j'ai eu des maux de tête, de la fièvre et enfin des difficultés respiratoires.
Les enfants font beaucoup moins de formes graves de Covid que les adultes, mais face à la grande contagiosité du variant Omicron, ils sont davantage contaminés car ils ne sont pas encore vaccinés. Le variant Omicron, heureusement, le patient présente de légers symptômes quand il s'agit du variant Omicron, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Plus de 20 enfants sont admis quotidiennement au service de pédiatrie de l'hôpital Mustapha et tous ceux qui présentent des formes légères peuvent rentrer chez eux. D'après les psychologues, l'état de santé psychologique des enfants est inquiétant et nous, pédiatres, l'avons constaté. Ils sont très fragiles. Ils sont agités, ils sont irritables. Avec cette recrudescence de la pandémie, le respect des gestes barrières et protocoles sanitaires reste de mise. Et pour les cas les plus graves qui nécessitent une intervention, les éléments de la protection civile mobilisent leurs équipes. Ces cas sont évalués à partir d'appels effectués au numéro vert 10 21. Reportage de Men El Adjali, commentaire signé Yamina Saïchi. Nous sommes au poste de contrôle de la protection civile, sollicité sur le numéro vert 10 21. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les agents de la protection civile s'adaptent et assistent les cas graves atteints de Covid-19. Mon frère fait de la fièvre depuis 2 jours. En plus de la toux et des vomissements, nous avons soupçonné une atteinte au Covid. J'ai décidé d'appeler la protection civile sur le numéro d'urgence, le 1021. D'ailleurs, ils sont arrivés très vite. Nous procédons en fonction de l'état du malade. Parfois il sent fiévreux, parfois il présente des symptômes plus graves comme une détresse respiratoire. Tout d'abord, pour nous protéger, nous mettons un masque. Après avoir mesuré la saturation du malade, si la situation est plus complexe, nous employons les mesures adéquates. Une procédure appliquée à chaque intervention dans le strict respect du protocole sanitaire, et ce pour éviter toute contamination et propagation du virus. Lorsque l'on reçoit un appel, nous essayons de rassembler un maximum d'informations sur les symptômes présents chez le malade. Nous procédons par priorité du plus grave au moins inquiétant. Nos équipes se déplacent pour examiner le patient en cas de nécessité. Le patient est évacué directement à l'hôpital. Dans une situation de recrudescence de la pandémie, les agents de la protection civile ne comptent plus leurs heures de travail. Ils sont mobilisés et prêts à intervenir pour prendre en charge les cas graves. Et autre numéro vert et autre mission liée à la protection du citoyen contre les crimes sous toutes ses formes. Le numéro vert 1548 de la DGSN, la police nationale s'appuie sur un outil technologique extrêmement efficace, la vidéosurveillance. Un nombre important de cas a été résolu grâce à la collecte de ces informations qui sont utilisées pour traquer les criminels et pour les confronter devant la justice. Reportage signé Hasna Zoubiri. De nombreuses affaires ont été élucidées par la police grâce à ces caméras réparties à travers le territoire de la capitale. Voleurs, cambrioleurs, auteurs de crimes et de troubles à l'ordre public, tous ont été identifiés grâce à ces caméras. Elles couvrent aujourd'hui les plus grands axes routiers, notamment le centre-ville. C'est un bien du citoyen pour le protéger, pour protéger son bien. Plus d'un millier de caméras qui couvrent quand même 1/5 du territoire d'Alger. L'exploitation des caméras de surveillance revient au centre de commandement et de contrôle. Ce centre opérationnel est en fait la colonne vertébrale des unités de police. Ce sont les éléments de ce centre qui donnent souvent l'alerte pour l'arrestation des personnes impliquées dans des vols ou dans des crimes. D'ailleurs, les services de la Sûreté nationale ont procédé durant le premier trimestre de 2021 à l'arrestation de 632 individus grâce aux caméras de surveillance installées au niveau de 7 wilayas du pays. Selon la DGSN, il s'agit de personnes impliquées dans des affaires de consommation et de trafic de drogue et de détention d'armes blanches. « 90% d'affaires ont été résolues grâce au travail conjoint
entre PJ et enquêteurs de la cellule d'enregistrement vidéosurveillance. Ces caméras de télésurveillance sont certes un appui pour les services de police afin de lutter contre la criminalité. Cependant, le citoyen demeure leur principal allié. D'ailleurs, rien que pour les 8 premiers mois de 2021, plus de 1 million d'appels reçus au numéro vert, le 1548 de la DGSN. Dans l'actualité de ce vendredi, on vous parle de la commission ou de la mission de la commission interministérielle qui essaye de résoudre les problèmes structurels et juridiques auxquels est confrontée l'École internationale algérienne de France. La commission est arrivée à Paris en début de semaine et elle se penche sur le rapport réalisé par le groupe ad hoc lancé par l'ambassade d'Algérie en France en novembre 2020 qui fait état d'une situation ubuesque. Notre ambassadeur en France, Mohamed Antar Daoud, a relevé ces contradictions lors de cette réunion. Correspondant signé de Paris, Afef Blouchette. Ubuesque, kafkaïen, injuste et pratique servile, c'est le constat fait par l'ambassadeur d'Algérie en France dans son allocution face à l'ensemble du personnel de l'école internationale algérienne, en énumérant les anomalies rapportées par le groupe de travail ad hoc chargé de lister les difficultés qui entravent le bon fonctionnement de l'école et qui engendrent des situations conflictuelles à répétition depuis plusieurs années. Il y a d'abord le clivage entre enseignants, primaires, secondaires, lycées. Et il y a aussi les autres difficultés qu'affronte le corps enseignant et notamment cette différence de salaire. Je pars du principe qu'à diplôme égal, ancienneté égale, expérience égale, il faut qu'il y ait un salaire égal. Et parmi les solutions proposées, c'est l'adoption d'une grille salariale pour l'ensemble du personnel sur la base des rémunérations appliquées dans le secteur de l'éducation nationale en France et la généralisation des contrats à durée indéterminée. Les contrats qui vont se faire, c'est des contrats en fonction de la réglementation française parce qu'ils sont applicables au sol français. Et donc la relation avec l'Algérie, c'est beaucoup plus la contenance pédagogique, c'est-à-dire que c'est des contrats qui vont régler donc, les questions pédagogiques de l'école. Une démarche qui se veut juste, bien qu'elle ne fasse pas l'unanimité parmi le corps des enseignants, tant l'anarchie qui régnait au sein de cette institution avait engendré des cas particuliers. Pour autant, l'idée est de ne pas réparer une injustice par une autre, a insisté l'ambassadeur Antar Daoud et les membres de la commission interministérielle à ses côtés. Méthodologie axée sur l'intérêt de l'élève et de l'enseignant et de tout le personnel, pas uniquement. On ne vise pas une catégorie donnée. Ce qui nous intéresse, c'est de régler, parce que c'est une commission de solutions. Dans un autre registre, l'école internationale algérienne se voit réattribuer un local confisqué dans le passé. Il s'agit de l'hôtel particulier de la rue des Eaux dans le 16e arrondissement de Paris et qui sera mis à la disposition des élèves du secondaire. Une réattribution qui entre dans une démarche plus globale de faire profiter aux institutions et entreprises publiques algériennes de sièges en France. Ainsi, l'ancien siège du consulat algérien dans le 16e arrondissement de Paris abritera Air Algérie notamment. Un appartement dans le 8e arrondissement abritera le siège de la télévision nationale, tandis que la Grande Mosquée de Paris a bénéficié de 2 sièges d'ex-consulats, l'un à Nanterre et l'autre à Vitry. Dans l'actualité internationale et lors de sa dernière réunion, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est félicité de la proposition de l'Algérie pour accompagner le Mali et la CEDEAO dans la voie salutaire de la compréhension mutuelle et lance un appel aux autorités de transition au Mali et à la CEDEAO afin de créer les conditions nécessaires pour favoriser le retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Le Conseil exhorte à la retenue et à la nécessité pour toutes les parties prenantes maliennes de s'engager dans un dialogue et à continuer à travailler ensemble dans le cadre de l'accord de paix et de réconciliation nationale issu de l'accord d'Alger de 2015. Toujours à l'international, le représentant du Front Polisario en Europe et près de l'Union européenne, Obi Bouchraya Bachir, a prévenu une autre fois le Conseil de sécurité de l'ONU que la persistance de la politique marocaine à l'égard de la question sahraoui risquait d'amener l'émissaire onusien pour le Sahara occidental à jeter l'éponge. L'occupation marocaine qui persiste dans ses mensonges et sa propagande tendancieuse vient d'essuyer un nouveau revers au niveau international. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, notamment sur la prétendue présence d'enfants soldats.
Dans l'actualité internationale toujours, les manifestations se poursuivent dans les territoires occupés de la République arabe sahraoui démocratique pour demander la libération des militantes ou de la militante des droits de l'homme, Sultana Khaya. Elle vit avec sa famille depuis plus de 14 mois sous l'intimidation de l'occupant marocain. Un contrôle est exercé sur tous les accès et les ruelles autour de son domicile et autour du domicile donc de sa famille qui subit les descentes régulières de la part de la police marocaine. Une tentative de faire plier la militante sahraoui, mais jusqu'à présent sans succès, car depuis son assignation à résidence, elle continue à clamer le droit de son peuple et la liberté et la dignité. Sultana Khaya poursuit sa lutte sur le toit de sa maison armée de drapeaux de la République sahraoui et de slogans. Retour en Algérie pour vous parler de tourisme avec deux destinations qui représentent la diversité et la richesse de notre beau pays. Nous commençons avec Annaba. La ville draine, comme vous le savez, des centaines de milliers de touristes chaque année, surtout pendant la période estivale. Ces touristes pourront bientôt séjourner dans un complexe touristique flambant neuf à Sidi Amar, un projet privé des frères Gouri. Commentaire signé Amel et Siritira. Nous sommes à Annaba, une wilaya au potentiel touristique exceptionnel. Un secteur qui pourrait contribuer à impulser une économie de toute une région. Les frères Gouri l'ont bien compris. Ils ont relevé le challenge et décidé d'investir dans ce domaine générateur de richesse. Grâce à leurs efforts, un complexe aquatique sera bientôt implanté dans la commune de Sidi Amar. Le projet comprend plusieurs unités. Il y aura des piscines, des restaurants, un club équestre, un centre commercial, un parking et des aires de jeu. Le terrain est de 3 hectares. Les travaux ont dépassé 80%. Nous tenons à recruter des jeunes de la région et on compte également faire de ce complexe un pôle touristique par excellence d'ici l'été prochain. Les travaux de ce projet d'envergure ont atteint un niveau très avancé grâce aux facilitations accordées à ces jeunes investisseurs, notamment après les instructions données par le président de la République pour promouvoir le secteur du tourisme et de l'artisanat. Le président de la République a décidé d'accorder des facilitations pour promouvoir l'investissement dans ce domaine. Cela reflète l'orientation vers la relance économique et garantira des postes d'emploi aux jeunes. Nous, on aimerait exploiter cela pour participer au développement économique du pays. Un investissement pourrait à long terme apporter gros aux deux investisseurs et qui contribuerait à faire connaître les potentialités de toute la région pour les voyageurs. Et on termine ce journal avec cette quête de découverte et d'originalité de 15 agences touristiques dans la wilaya d'In Salah. Au programme découverte de nouveaux sites touristiques pour les répertorier et les inclure dans leur nouveau circuit proposé aux voyageurs. Reportage d'Ahmed Ben Messoud, commentaire signé Anissa Ibrahim. Après quelques heures d'exploitation passées sur les tortueuses pistes de sable, cette délégation qui compte pas moins de 15 agences touristiques venues d'Alger marque une halte, le temps d'un thé, pour faire le point sur les merveilles que cache la région d'In Salah. Cette escapade d'exploration est destinée à redynamiser le tourisme dans cette région. Nous avons d'ailleurs reçu un groupe venant d'Alger. Des dunes à perte de vue, des montagnes et des roches volcaniques, mais aussi de belles oasis. Cette tournée a aussi été l'occasion d'apprécier le patrimoine culturel et historique de la région, qui pour certains sont une découverte. Je suis vraiment émerveillée par tout le potentiel touristique de la région. Je ne m'attendais pas à trouver des vestiges volcaniques de cette ampleur, des lacs, des roches. Je lance donc un appel à toutes les agences de voyage à venir visiter In Salah et qu'elles commencent à faire la promotion de cette nouvelle destination. C'est la première fois que je visite cette région. C'est vraiment une belle découverte avec des trésors cachés insoupçonnables, avec ses vestiges, ses gravures rupestres et cette belle nature. On ne s'attendait vraiment pas à cela. Cette tournée permettra de promouvoir de nouvelles destinations touristiques, drainer plus de touristes et éventuellement donner lieu à des conclusions de conventions avec les acteurs locaux du tourisme, de quoi développer le tourisme dans la région d'In Salah. Et avec ces beaux sites d'In Salah, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.